vous remercie d'être venus si nombreux. Donc, nous sommes ici réunis pour rendre un hommage à Ana Vasquez, que vous avez tous sûrement connue, soit en tant que collègue de travail, amis ou membre de la famille. Donc, je parle au nom de plusieurs personnes qui ont pris cette initiative, au nom d'Angela Javier-Lemuto, Gabriela Duco, Eduardo Valenzuela et moi-même. Je tiens aussi à remercier tous les enfants d'Ana Vasquez et d'Oscar Vasquez, et plus précisément César Vasquez pour son aide technique. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je tiens à me présenter. Donc je suis la première petite fille d'Ana Vasquez. Je viens tout juste de terminer mes études de psychologie et donc je suis diplômée d'un master de recherche en psychologie clinique à l'université Paris 8 et j'effectue actuellement ma première année de doctorat dans cette université. Donc durant toutes mes études universitaires, nous avons travaillé ensemble avec Ana Vasquez, avec Mitcha, pour les intimes, sur mes différents thèmes de recherche. Elle m'a éclairée, elle m'a vraiment aidée, elle m'a appris à débattre et à défendre mes idées et je n'oublierai jamais les moments que nous avons partagés ensemble. Voilà. Et si je fais aujourd'hui mon doctorat, c'est avant tout pour moi, mais aussi pour elle, parce que je sais à quel point les études universitaires lui tenaient à cœur. Elle considérait les études universitaires aussi et le fait d'aller assez loin dans ses études comme une certaine émancipation de la femme et aussi comme une noblesse intellectuelle. Donc j'ai admiré et j'admire davantage chaque jour ma grand-mère. Elle a toujours su mélanger ses divers engagements et passions. Donc conjointement à une carrière de chercheur en sciences sociales, elle s'est consacrée à l'écriture de romans et s'est engagée dans différentes causes. Elle a toujours été le pilier de sa famille et même avec tous ses engagements, elle a toujours su partager et donner du temps à chacun des membres de la famille, en particulièrement. J'ai maintenant donné la parole donc à Angela Javier-Lemuto, amie et collègue de travail de longue date d'Ana Vasquez, avec laquelle elle a mis en place des recherches et projets de construction théorique et qui va nous parler du lien qui unissait Ana Vasquez aux sciences humaines et sociales. Oui, d'accord. J'aimerais bien, je ne sais pas si tout le monde connaissait Ana Vasquez dans toutes ses facettes, parce que ça, c'était une des caractéristiques d'Ana, c'est-à-dire que toutes ces choses se mélangeaient ensemble. À un moment donné, on faisait de la recherche, et puis après on discutait de littérature, on allait faire des courses. Donc c'était vraiment le bonheur. Et je vais essayer de donner une vision transversale de sa carrière, de sa vie. Depuis le Chili, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, Ana est née en 1931 à Santiago du Chili. Donc elle a vécu dans ce pays jusqu'à 1973. Jusqu'au moment du coup d'État, quand elle est venue en France. Mais auparavant, elle était déjà venue en France faire des études de psychologie. Donc elle est rentrée au Chili en 1967. Et donc c'est à partir de des études qu'elle avait fait en France qu'elle a été nommée à un poste de professeur de psychologie de l'éducation à l'Université du Chili. Donc à la faculté d'éducation et à l'école de psychologie. Donc elle a été élue directrice des équipes de psychologie de l'éducation. Donc après, son deuxième contact avec la France s'est fait au début de 1974, quand elle a des amitiés qu'elle a gardées longtemps. Et en même temps, elle avait un poste d'assistante associée jusqu'à 1978 qu'elle cumulait avec des vacations de recherche au CRESAS, qui était alors dirigée par Mireille Stambach, qui malheureusement ne pourra pas venir. Elle comptait venir, mais elle ne pourra pas venir nous parler. Ana soutient sa thèse en 1977, sous la direction du professeur Bresson, et Viviane Isenberg-Amati était au jury. Donc ça présageait déjà, parce qu'après, elle va travailler avec nous à l'équipe de sociologie de l'éducation. Mais d'abord, elle va rentrer au CNRS, à la section de psychologie, et va être intégrée au CRESAS, où elle a connu des tas de gens, dont Monique Vial, qui va nous dire quelques mots, comme attachée de recherche. Ensuite, elle a travaillé au laboratoire de psychologie sociale, dirigé par Robert Pagès, jusqu'à ce que le labo se dissolve. Et finalement, elle a atterri chez nous. Elle a été intégrée en 1988 à l'unité de recherche de sociologie de l'éducation.
Et finalement, elle a abouti, comme nous tous, au service des centres de recherche sur les liens sociaux, où on a pu travailler encore assez longtemps. Donc, cette trajectoire de recherche se caractérise par beaucoup de collaborations. Des collaborations assez étroites que vous allez voir dans le texte que je vais vous lire plus tard d'Isabelle Martinez, souvent, presque toujours, se transformer en de solides amitiés. Donc, il y a d'abord la collaboration avec l'équipe de la Fondation La Caixa, de programmes éducatifs en Espagne, à Barcelone, Isabelle Martinez et puis Rosa Gras, donc où elle développe un premier travail sur les enfants sourds et leurs interactions dans la salle de classe. Ensuite, elle poursuit ce travail par des recherches sur l'interaction à l'intérieur de l'établissement scolaire et dans la salle de classe, à partir de la méthode ethnographique. Ce qui a donné lieu à un livre, La socialisation de l'école, ou un colloque avec le groupe anglais de Peter Wood, de la Open University, avec lequel on travaillait. Elle fait aussi une association avec une équipe de psychologues dirigée par Carmel Canieri de Paris 5, où elle travaille sur l'identité, qui était un problème déjà à la mode à cette époque. Et ils arrivent ensemble, il y avait des chercheurs comme Anna Maleska-Peig, Isabelle Taboada-Leonetti, Joseph Kerzenstein et Edmond Marc Lipiansky. Donc ils travaillent ensemble pendant 2 ans et ça a donné lieu au livre qui a été publié au PUF qui s'appelle « Les stratégies identitaires ». Bon, ensuite, avec celle qui vous parle, on a eu 10 longues années de collaboration très fructueuse où on s'est alterné, donc on a travaillé ensemble avec la RIC, avec Fabienne Tanon, Geneviève Vermès. Ensuite, on a travaillé avec l'équipe de sociologie clinique de Vincent de Bouljac, qui va aussi nous adresser quelques mots. Le réseau d'ethnographie de l'éducation, avec les gens de l'Open University, Peter Woods, etc. Ensuite, on a fait une formation de technique de tournage vidéo, parce qu'Anna, pour rien de ce qui était humain lui était étranger. Elle avait ce don d'être très curieuse. C'est elle qui nous a amenés à Marseille pour faire. Et on a fait 2 petits films sur les enfants en situation de classe. Ensuite, on a longuement travaillé sur le terrain, dans les écoles françaises, au labo d'archéologie à Villejuif. On travaille toujours sur la socialisation à l'école et dans des institutions proches de l'école, périscolaires, si vous voulez. Et tout ça, bon, c'était toujours... les thèmes de travail, c'était l'intégration, l'exil, les enfants migrants, l'école, et aussi beaucoup de travail sur l'épistémologie de la recherche, et tout ça. Donc, vous allez entendre d'autres personnes qui vont aussi vous parler comment elles regardaient cette collaboration. Donc, je vais maintenant donner la parole à Monique Vial, membre du CRESAS et collègue d'Anna Vasquez. Je dirais Nietzsche parce que pour nous, pour ses amis, pour ses proches, c'était Nietzsche. Donc moi je connais Anna Vasquez bien sûr en public, mais autrement c'est Nietzsche. Alors, en 1974, quand elle est arrivée à Paris, il me semble que c'était, je ne sais pas combien de temps ils étaient restés à l'ambassade de... Enfin, moi, c'est 74 pour moi, la date où je l'ai connue. Septembre, je crois, novembre 73, elle est rentrée dans un refuge au Chili, et finalement, elle est arrivée en janvier. Voilà, donc c'est ça, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Donc, Nietzsche m'avait impressionnée parce qu'elle venait du Chili, ce pays qui pour nous était un pays martyr,
Un pays aussi où nous savions que Oscar Réel s'était engagé au temps d'Allende. Son allure, sa prestance contribuait à ce que j'appellerais sa séduction. C'était pour nous, pour moi, une icône. Un peu comme si Rosa Luxembourg ou Dolores Ibarruri étaient rentrées dans mon bureau. C'était une icône auréolée de ce qu'elle appelait une identifiée mythifiée, c'est-à-dire le prestige de ces exilés politiques à qui nous attribuions l'héroïsme de là-bas étant son terme à elle, qui était absent de notre quotidien. Nous rêvions de brigades internationales pour le Chili, mais nous restions dans nos pantoufles. Bon, elle a travaillé donc, c'est donc au CRESAS que je l'ai connue. Le CRESAS, ça veut dire Centre de recherche de l'éducation spécialisée et de l'adaptation scolaire. Mais nous n'y avons pas conduit de recherche ensemble. En fait, ce ne sont que des bribes de souvenirs qui me reviennent de ce temps-là, où je la vois dans nos assemblées générales. C'était un temps de jeunesse, je vais dire, un temps d'ébullition collective, où nous nous enthousiasmions encore, j'allais ajouter, pour que le monde se transforme. Nietzsche me demeure de ce temps en une tonalité de gaieté. Nous nous étions, à l'époque, en 1976 je crois, nous nous étions ordonnés, enfin sommés, de faire une réflexion critique sur notre façon de travailler, sur comment nous fonctionnions en groupe. On n'était encore pas très loin de 1968. Et Nietzsche avait produit un petit texte, je pense qu'il doit toujours être sur son ordinateur, qui, au-delà du sérieux, se moquait de nous, et enfin, elle se moquait de nos jeux autocritiques, elle se moquait de notre propension à scruter en permanence notre nombril d'équipe. Donc c'est cette image de gaieté qui, pour moi, a dominé beaucoup mon amitié avec Nietzsche. C'est à la Société française de psychologie, en fait, que s'est tissée cette amitié. Bon, c'est une société fort savante, où Nietzsche et moi, nous nous étions laissés aller à accepter ensemble une responsabilité, la responsabilité de la section psychologie de l'enfant. Et ici, comme au CRESAS, c'est la gaieté qui domine pour moi. Nous voilà devenus des importantes, me disait Nietzsche, avec toute l'ambivalence, bien sûr, avec laquelle elle, comme moi, nous vivions cela. C'était à la fois très gratifiant pour notre petit Narcisse intime, mais en même temps, c'était du temps pris sur l'écriture. Et il avait vraiment fallu toute la conviction et toute l'amitié que nous avions pour Serge Netchine, qui était le précédent responsable de cette section psychologie de l'enfant, pour que nous acceptions. Ce qui nous a rapprochés alors, Nietzsche et moi, c'est donc d'abord, à ce moment-là, nos échanges sur le boulot, bien sûr. Nietzsche y mettait du cœur, elle y croyait, comme moi d'ailleurs. Son engagement dans ses recherches sur l'école, sur les enfants qu'elle maltraite ou qu'elle rejette, était total. Bon, on a parlé, enfin, c'était surtout à travers la question des étrangers, le bilinguisme, l'accueil de ces enfants dans l'école, leur manière de se vivre en pays étranger, leur gestion du temps en particulier. Elle voulait des recherches engagées, elle n'était pas la seule, c'était un peu le credo du CRESAS à l'époque, des recherches engagées, j'oserais même dire des recherches militantes. Et pour cela, n'en déplaise à nos détracteurs qui nous traitaient à l'époque de pétroleuses, le point capital pour nous c'était la rigueur. Et Nietzsche citait volontiers Lénine. Seule la vérité est révolutionnaire, tout le monde sait ça. Elle voulait, et nous voulions, une science propre, non contaminée ou le moins contaminée possible par l'idéologie dominante. Aussi une lectrice avertie et consciencieuse et exigeante pour ses amis. Elle m'avait fait non seulement ce don précieux de me lire, mais davantage encore celui de préfacer mon premier roman, dont je lui dois la publication, et je lui en suis encore aujourd'hui reconnaissante. Le plus fort lien entre nous, je dirais que c'était un vécu commun d'exilés, d'immigrés, de cages invisibles par certains points comparables. Elle, fille de l'éternelle errance, et moi, française depuis je ne sais combien de générations, enracinée dans un terroir séculaire. Elle, issue d'un milieu aisé, et moi, venue, ou même parvenue du monde des pauvres. Elle se retrouvait dans mon double déracinement de provinciale devenue parisienne et de fille du peuple devenue femme savante. Et je me sentais en phase avec son ambivalence par rapport à sa vie française.
À part le sentiment de défaite et de deuil, que je ne ressentais pas bien sûr dans mon vécu d'une ascension sociale, nous avions en commun la culpabilité, l'écartèlement entre deux mondes, l'étrangeté d'un vécu contradictoire, fait de rupture, comme elle dit, et d'ambiguïté, comme elle dit aussi. Nietzsche était la franco-latina. J'ai lu ça à propos d'elle. C'est vrai que ça correspond bien, enfin, pour moi, à ce qu'elle était. Elle évoque, dans ses écrits, les tiraillements de l'exilé, les déchirements, le sentiment de trahison, l'obligation pour lui de composer, de jongler, même malgré soi, avec deux cultures. Elle évoque le drame d'éprouver ici, à Paris, ce qui se passe là-bas, au Chili. L'angoisse que l'on ressent au milieu de ces jours de Paris, où il fait triste et gris. Cette horrible impression de vide, le blues qui vous envahit alors, loin de chez vous. Quand tout ici est sombre et glacé, écrit-elle, Santiago me manque et malgré moi la nostalgie me dévore de mon là-bas mythique. Cette masse lourde des nuages parisiens ne cachait pas la cordillère. Elle raconte un de nos échanges en une fin d'après-midi de février en traversant la rue. Et elle écrit « Je ne sais vraiment pas pourquoi, je me suis souvenu de mon père que j'ai dû quitter brusquement et que je ne reverrai plus jamais. J'aurais tellement voulu le revoir, l'écouter, lui demander encore une fois de me raconter comment il est parti à 16 ans pour traverser l'océan. Et que dire de ma mère, inconnue, méconnue dans la banalité du quotidien. Me cherchant toujours dans la trace des miens, dans une quête lancinante, mon rêve c'est d'arriver à écrire leur vie. J'ai l'impression que peut-être comme ça je pourrais les retrouver. Qui pourrait échapper, à un moment ou à un autre de sa vie, à un tel pèlerinage intime? Chacun ne porte-t-il pas en soi tout le passé des siens? Voilà, c'était simplement 2 ou 3 choses que j'ai su d'elle. En juin 08, elle m'écrivait « J'aimerais bien me sentir un peu mieux pour discuter avec toi, mais je suis encore la proie des médecins. » Elle sera restée la proie des médecins et il n'y aura plus eu d'échanges chaleureux en traversant la rue, un morne soir de février ou devant un couscous ou un steak frites. Il reste sa voix à nos oreilles, ses intonations si particulières dans ce français qu'elle parlait mieux que beaucoup. Il reste ses écrits, il reste Nietzsche, son cœur, son sourire, il reste en notre cœur Nietzsche, son sourire et son amitié, et notre affection attristée pour elle et pour les siens. Je redonne de nouveau la parole à Angela, qui aimerait vous lire les messages qu'elle a reçus d'Isabelle Martinez, directrice des programmes éducatifs de la Fondation La Caixa de Barcelone, amie personnelle d'Anna et qui a longtemps travaillé avec elle, ainsi qu'un texte de Patrick Boumard, professeur en anthropologie de l'éducation de l'Université de Bretagne occidentale et président de la Société européenne d'ethnographie de l'éducation. Bon. Avec Isabelle et Anna, c'était aussi une histoire d'amour, donc c'est ça qu'elle dit. Elle intitule son texte « Paris-Barcelone, recherches et amitiés ». Donc elle dit j'ai eu la chance de connaître Anna, Nietzsche pour les amis, à l'occasion d'une table ronde à un congrès de l'Université de Barcelone en 1981. Notre lien a été immédiat et permanent dès cette date. Entre autres choses, parce que nous partagions la même manière de faire face aux préoccupations scientifiques et aux programmes sociaux à partir de l'expérience vécue, mais aussi de l'affectivité. Nos collaborations entre Paris et Barcelone se sont dès lors converties en un travail d'équipe fécond qui a produit de nombreux articles et 4 ouvrages, et qui a en outre développé une méthodologie de recherche. Voilà comment nous-mêmes expliquions ce rencontre dans le livre qui s'appelle « La socialisation à l'école, perspective ethnographique ». Au cours de ces rencontres, nous nous surprenions parfois de voir qu'on avait la même manière de concevoir et les doutes et l'approche du travail scientifique. Nous étions toutes deux spécialisées dans ce vaste champ qui englobe l'étude des enfants et de l'éducation.
Quoique nos formations fussent distinctes, une est linguiste, l'autre psychologue, on nous avait appris d'un côté à ne concevoir l'enfant qu'en fonction des paramètres de son développement, et de l'autre côté, à ne concevoir les personnes qu'en fonction de leur réponse aux stimuli. Aucune de ces perspectives ne nous satisfaisait, et l'expérience nous avait montré qu'il tentait de les intégrer dans le dessein de comprendre ce que fait qu'un enfant soit capable d'apprendre à un moment donné et pas à tel autre de son développement, était une aventure presque impossible. À cause de sa sensibilité et de sa conception de la recherche, Nietzsche a su encadrer d'un point de vue méthodologique la pratique quotidienne que nous menions à Barcelone, et partant, a contribué à la mettre en valeur. Elle a converti en chercheurs les acteurs mêmes de cette recherche. Sans elle, il est fort possible que les personnes qui composaient cette étude qu'elle a encadrée et appuyée n'arriveraient jamais à réfléchir sur leur pratique, à la traduire en écriture. Elle a appris à tous ceux qui ont le plaisir de travailler avec elle à valoriser leur propre travail. Voilà une de ses nombreuses habiletés. Savoir marier méthodologie et rigueur, on a assez dit, avec une proximité émotionnelle, en rapport avec la confiance dans la capacité et le développement des enfants. Ensemble, nous avons poursuivi cette aventure difficile qui consiste à découvrir et à comprendre par quel processus un enfant apprend. Nous avons d'abord étudié l'univers scolaire où s'intégraient des enfants migrants et des enfants ayant un déficit auditif. Ensuite, nous avons étudié les relations entre les enfants eux-mêmes dans la salle de classe, des relations qui étaient invisibles au regard de leurs professeurs et de leurs tuteurs. Ce travail nous a fait découvrir une nouvelle manière de concevoir l'intégration. Étudier les enfants à partir de leur propre développement, de leur propre potentiel, de leur propre capacité de s'en sortir. C'est cette approche que nous appelons la résilience, notre dernier bouquin, dans lequel nous avons approfondi le rôle des tuteurs invisibles. Nietzsche sera ma tutrice pour toujours. Son dernier livre sur l'amour et la sexualité des personnes âgées, un ouvrage novateur qui a eu un grand succès, est un exemple emblématique de comment elle a construit sa dernière recherche à Barcelone. Comme toujours, en rompant avec des catégories établies pour parler de transgression et de secrets, en projetant sur les personnes âgées, dans leur processus de vieillissement, la même confiance qu'elle avait su placer dans le développement des enfants. Voilà l'essence de nos recherches, mais surtout l'essence de ce qui s'est converti en une grande amitié, en filigrane, comme le travail entre Paris et Barcelone. Difficile à expliquer, parce que nous ne l'avons jamais clairement consigné dans aucun de nos livres. Notre complicité, l'appui inconditionnel que nous nous prêtions l'une l'autre, le partage des appréhensions que nous avions pour nos enfants, pour leur développement même. Notre référent, notre inestimable amitié, est désormais devenue elle aussi invisible, mais elle est là pour toujours. Il y a aussi le texte de parole. On a reçu beaucoup de mails. Donc je vais maintenant donner la parole à Orlando Jimeno, écrivain et poète chilien, qui va parler de l'œuvre littéraire de Nietzsche. Il y a un moment où la réalité a un nom. Borges disait
les destins symétriques. Le 17 novembre, je présentais ici mon dernier livre, Les Portes de l'Aube. Curieusement, je devais téléphoner et contacter Nietzsche. Anna Vasquez Bronsman. Anna Vasquez no ves que vas al bosque? Mais à quel bois va-t-elle? Au bois des cygnes, comme y vont tous les écrivains. Car la littérature est un ensemble de signes. Je me dis, pourquoi est-ce que je n'ai pas téléphoné? Il a eu un mécanisme étrange et une forme d'acte manqué. Et je n'ai pas téléphoné et ensuite j'ai oublié. Et les soirs, je présentais mon livre. Je ne savais pas qu'à ce moment-là, Anna Vasquez allait partir pour un autre hémisphère. Parce que dans la chaîne du temps cosmique, son absence est très brève. Je ne dis pas là qu'elle est avec moi, qu'elle est avec vous. Et tant et si bien que lorsque Eduardo m'a eu ce livre, qu'elle m'avait dit, je vais te donner un exemplaire qu'elle ne m'a pas donné, parce qu'il a eu une espèce de misunderstanding dans le timing, c'est pas? Et je n'ai pas eu ce livre, je l'ai eu après. Eh bien, la première chose qui est inscrite dans ce livre-là, c'est ceci. Wo es war, soll ich werden. C'est de Freud. Là où il est l'inconscient, de là où il est l'inconscient, peut émerger le moi. Or, le moi en littérature, c'est une fiction grammaticale. Par exemple, moi, je n'ai jamais existé. Je suis très éventuel. Et la connaissance que j'ai de l'œuvre d'Anna Vasquez Bronsman, ou si vous voulez de Nietzsche. Et remarquez que quand vous entendez Nietzsche, vous entendez deux phonèmes ensemble, Nietzsche. Vous entendez les mêmes phonèmes que vous entendez dans les noms de un de mes philosophes favoris, Nietzsche. Vous comprenez? C'est-à-dire que la littérature est... C'est ainsi que Nietzsche l'entendait, parce que j'ai parlé avec elle d'un sujet qui, à mon sens, doit préoccuper tout homme qui écrit, ou toute personne qui écrit, c'est le style. S'il n'y a pas de style, il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de réalité. Car la vérité n'existe pas. C'est une convention. Nous inventons la vérité tous les jours. Et l'inventer. Circe, qui est Circe? Anna Vasquez. Il est probable qu'Anna Vasquez soit Circe. Est-ce que Circe sera un jour Anna Vasquez? Tout est là. Comme moi, par exemple. Est-ce que je suis Orlando Jimeno Glendi, poète chilien proche du surréalisme? Ou est-ce que les surréalistes sont proches de moi? Ce qui serait beaucoup plus sage. Entre-temps, j'avais reçu, pour la présentation de mon livre, j'ai reçu une lettre où il y avait un texte de présentation de ce livre, Les Portes de l'Aube, d'un critique que j'apprécie énormément, parce qu'il est, disons, dans la lignée de la littérature imaginistique, disons, n'est-ce pas? Cet écrivain italien m'adresse un texte qui porte comme titre Il romanzo è una precognizione, signé Flavio Pedemonte. Mais je me suis dit, Flavio Pedemonte, je le connais, mais je le connais sous un pseudonyme, car il s'est fait appeler Oscar Vasquez. C'est pas possible. Je viens de lire que l'homme regarde la réalité à travers l'image du miroir. L'uomo guarda la realtà verso l'immagine dello specchio. L'immagine dello specchio. Mais Circe, c'est ça. C'est une image qui nous vient d'un miroir. De quel miroir? Le miroir de la conscience. Alors je me suis dépêché de lire ces romans parce que je me suis dit, il y a quand même, bien que je sois un menteur, parce qu'il ne faut pas croire tout ce que je dis, surtout pas.
la vérité est extrêmement vulgaire, vous savez, n'est-ce pas? Alors je me suis dit, bon, il va falloir quand même que je le lise, n'est-ce pas? Ce que je fis, avec attention, j'ai remarqué deux choses. Les styles de Nietzsche, par exemple, la phrase, d'abord, toute phrase est plus longue et dure davantage qu'un destin humain. Par exemple, quand on dit « je t'aime »,« io ti amo »,« I love you »,« ich liebe dich »,« mina rakastan sinua », ça c'est du finnois, n'est-ce pas? Mais ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire « je t'aime » Et la phrase se prolonge d'une façon indéfinie, hein, comme les cailloux que vous jetez sur la surface d'un lac. Hein, un centre concentrique comme ça. Il y a une espèce de vibration. Cette phrase-là dure pendant des générations. N'est-ce pas? C'est beaucoup plus long une phrase qu'un destin humain. Et exactement comme les parfums. Les effluves du parfum sont beaucoup plus longs que le nez. Autrement dit, le nez est plus court qu'un parfum. L'œuvre d'un écrivain est, pour ainsi dire, comme disaient les poètes kitsch, a joy forever. A beautiful joy forever. N'est-ce pas? Et Circe demeure et demeurera pour toujours. Je ne voudrais pas parler au passé d'une écrivain avec laquelle j'ai eu des conversations tout à fait fragmentaires, informelles et très peu sérieuses. Mais toujours, il y avait une petite pointe où je pouvais deviner qu'elle était une romancière. Je dis ça parce que je suis poète. Vous comprenez? Alors, quand un poète prétend être un critique, il faut qu'il fasse comme ils font les Indiens Sioux ou les Cheyennes. Appuyer et écouter la terre. Et là, on se dit, voilà, on entend le cheval, n'est-ce pas, qui galope. C'est une romancière. Pourquoi? Parce qu'elle organise les signes dans l'espace. Vous comprenez? Et donc, cela crée, n'est-ce pas, et une sorte d'écran où elle raconte, n'est-ce pas? Tandis que le poète, c'est quelqu'un qui refuse le langage. Il traite les mots comme si c'était des êtres vivants. Le romancier, c'est quelqu'un qui se projette dans les temps. Pour les poètes, il n'y a qu'un seul temps. Le temps réel, c'est le présent. Il écoute la langue. Le romancier la décrit. Et dans ce livre, où les sujets, enfin, je ne sais pas si je les réduis, mais je les synthétise dans les conceptions de l'amour. Elle parle c'est le livre de l'amour. Alors, l'érotisme, vous savez bien que c'est une métaphore de l'amour. Fernando Pessoa, le poète portugais, disait « Le sexe est un accident. Ce qui compte, c'est l'amour. » N'est-ce pas? Je dirais même que le sexe, c'est un accident qui produit des catastrophes. Mais ça, Nichavaske ne le dit pas. Hein? C'est moi qui le dis. C'est-à-dire que je ne parle pas de l'œuvre d'Anna Vázquez, je parle avec elle. Et je pourrais dire, comme disait Nietzsche dans un de ses sonnets à Orphée, que là où elle se trouve, elle crée un espace. Comment commence son roman? Lorsque Circe récupère Ulises. Y como llevaba tanto tiempo esperándolo. Voyez là l'usage qu'elle fait du prétérit imparfait. C'est le temps de la narrativité. Et pourquoi elle commence comme ça? Parce qu'elle était une lectrice de Proust. Longtemps je me suis couché de bonheur dans les temps retrouvés. Ça c'est une phrase de romancier. Mais soudain, la
pour ainsi dire, la constellation des signes s'arrête dans un moment, un moment privilégié du récit. Et cela devient le monument d'un moment, l'utopie de l'instant. Era mi deseo inconsciente, c'était mon désir inconscient. Ce point où il focalise la narration ou la narrativité, c'est le désir. Or, le désir, s'il nous mène à l'acte d'amour, devient une espèce de parodie du temps. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'une œuvre littéraire est une simulation du destin. Un personnage, c'est un archétype. Elle avait une culture de narratrice. Elle lisait Proust, elle avait lu Joyce. Mais quel joystice c'est ça? Quel joystice c'est ça? Lise Joyce. C'est-à-dire le plus grand écrivain du XXe siècle. Hein? Pour mon goût. Pour elle, c'était Proust. Alors, que dire d'une œuvre qui, d'une manière ou d'une autre, fait de l'arbitraire un principe de création? Je ne sais pas si vous comprenez l'espagnol. Je pense que la plupart des gens le comprennent. Si vous ne les comprenez pas, vous allez comprendre quand même. Et si vous les comprenez, peut-être que vous ne comprendrez pas. Estoy empezando a creer, je commence à croire, que cuando uno le pone nombre a las cosas, por el solo hecho de nombrarlas, ya les atribuye una identidad. Autrement dit, les choses commencent à exister à partir du moment qu'ils ont un nom. Creo que Husserl es el que dijo, pero también fue Sartre cuando escribió sobre las cosas. Supongo que usted habrá leído ese libro. Quand elle dit, je suppose que vous avez lu ce livre, évidemment, elle s'adresse à son analyste. Ou à ce troisième personnage, que peut être nous, ce lecteur. ¿No? Hasta ahora, a mí me parecía que cuando lo decían era por pura retórica, que suena elegante, porque mire, ¿por qué diablos tuve que entrar en ese juego de Ulises? ¿Quién me obligaba a inventar esa historia de que yo soy Circe? ¿Qui m'obligeait à devenir Circe? Non, Circe, vous savez, c'est une magicienne, una hechicera, hein? Una maga. Alors, en disant que les choses commencent à exister à partir du moment qui ont un nom, c'est-à-dire qui ont été désignées par une parole, cela veut dire qu'il y a dans l'existence humaine, et dans l'existence humaine écrite, c'est pas la même chose que l'existence humaine vécue, dans l'existence humaine écrite, une certaine gratuité. Et vous trouvez ça presque comme une tradition. Alors, je vous prie d'écouter attentivement ceci. Die Rose ist ohne Warum. Sie blüht, weil sie blüht. Ça, c'est Angelus Silesius, un mystique du XVe siècle. Entendre aussi, vous pouvez entendre aussi la même question à propos de la rose, c'est-à-dire pourquoi existe la rose. Vous les trouvez dans les dialogues entre Roméo et Juliette. C'est Juliette qui parle à propos du nom de Roméo. On est déjà organisateur, on a... Bon, c'est bon. C'est bon. Sinon, on ouvre une discussion là-dessus. Non, mais c'est bon. Bien.
No, pero parece que alguien... Mais vas-y, continue. On s'en fout. Non, mais vas-y, tu continues. Pensez. Mais vous pouvez pas. Ça va. C'est bon. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, il peut le faire, non? Bon, je parlais de ce questionnement qui est Anavaskis introduit dans son roman, n'est-ce pas, incitant Husserl et Sartre à propos de l'existence d'une chose. Et j'ai évoqué donc Angelo Silesius, mystique du XVe siècle. Je pourrais aussi invoquer Shakespeare à propos de nommer les choses. Dans le deuxième acte, Juliette demande si le nom de la rose sent si bien, sent si, ça cette espèce d'arôme, n'est-ce pas, si parce que c'est le mot rose ou c'est la fleur. Et elle dit ceci: What's in a name? That what we call a rose. By any other word would smell so sweet. C'est-à-dire que ce qui nous fait nous émerveiller devant la beauté de la fleur et de son arôme, est-ce que c'est contenu dans la fleur elle-même ou dans les mots? Autrement dit, là, on voit que la perspective d'Anavaskis par rapport au roman, c'est une perspective essentiellement littéraire. Et parce qu'ici, on a évoqué sa personnalité scientifique, on a évoqué la psychologue, la sociologue. Je pense que parfois, mais très rarement, ces dimensions scientifiques entrent dans les récits. Quand elle raconte, elle est écrivain. Et c'est la mission d'un écrivain. Longtemps, des gens, des journalistes, des idéologues, des professeurs, se sont mêlés de ce qu'ils ne comprenaient pas. Parce que on est artiste, mais on ne le devient pas. Il n'y a aucune université qui peut fabriquer un Joyce, peut fabriquer un Céline, peut fabriquer un Proust. On est poète, on est romancier, on est peintre. S'il n'y a pas ça, cette espèce de grâce indue, il n'y a pas d'œuvre d'art. L'œuvre d'art n'est pas un discours idéologique. L'œuvre d'art n'est pas une leçon, n'est pas une conférence. L'œuvre d'art, c'est ce que c'est défini pour ce qu'il n'est pas. Hein? Et les romans, en fait, j'en ai lu 3 romans d'Anavaskis. J'ai beaucoup plus dialogué, conversé avec elle à propos de son œuvre, n'est-ce pas? Et Anavaskis, c'était vraiment une romancière. Il y a une forme de raconter qui est propre à un écrivain. Et je pense que dans son œuvre, on trouve des moments où la narrativité devient un texte et non pas un prétexte. La plupart des gens qui écrivent des prétextes et non des textes. Vous voyez? Il y a une différence énorme. Si vous me permettez, c'est l'écrivain ou plutôt les poètes. Ça facilité de pouvoir rendre, on a dit des signes énormes à son goût, à son inspiration, les choses. C'est pour cela que les poètes ou écrivains. Il me reste très peu de temps parce que je pourrais continuer. Mais je ne le ferai pas.
Je vais finir sur une affirmation qui reste suspendue, n'est-ce pas? Nietzsche Vázquez dit, non, ce n'est pas elle qui dit, c'est Circe. Mais qui est Circe, qui est Nietzsche Vázquez? Casi es mejor el deseo que el orgasme. Ça, c'est fantastique. N'est-ce pas? Parce que le désir se prolonge avec les sujets. Les sujets qui désirent se prolongent à travers le désir. Et le désir, c'est le sujet qui désire. Autrement dit, lorsqu'il y a l'orgasme, il y a la fin. Donc la fin du récit. Voilà, c'est tout. Merci. Nietzsche a aussi été une militante politique engagée avec la gauche chilienne de l'unité populaire ainsi qu'avec le féminisme. Cet engagement s'est poursuivi en France pendant ses premières années d'exil par un travail sur la question de la torture. Eduardo va nous lire un message qui a été envoyé par Pachi Rojas, chercheuse, militante des droits de l'homme, reconnue internationalement, ainsi qu'une amie de jeunesse avec qui Nietzsche a travaillé sur le thème de la torture. Donc, Paz Rojas donc, a envoyé ce texte et qu'elle a intitulé « Mon amie Anna ». Et donc, je n'arrive toujours pas à imaginer que tu sois morte. Ce fut toute une vie de rencontres et d'éloignements. Je t'ai connue alors que nous avions 8 ans. Je l'ai vue à Paris quelques jours avant sa mort. À cette dernière occasion, elle conservait toujours ce regard timide, à la fois vif, expressif, souriant, interrogateur, et j'en passe. Dans un entretien réalisé en mai 2000 et publié dans une revue culturelle chilienne, Rocinante, Anna dit « Lorsque j'étais petite, je suis passée une année sans parler. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche après la séparation de mes parents. En général, j'ai du mal à parler. C'est autre chose de faire des cours, mais c'est en écrivant que j'arrive à m'exprimer le mieux, à penser, à connaître. » Sa figure mince, fine, quelque peu nonchalante, l'était déjà à 8 ans. Nous jouons ensemble, sous le regard attentif de sa lointaine, mais toujours présente mère. Sa voix douce et timide de cette époque résonne encore dans mes souvenirs. Comment as-tu fait pour monter sur cet arbre? Ensuite est venue une longue période d'éloignement. Elle est allée étudier au lycée français pour venir nous rejoindre par la suite dans un lycée expérimental dépendant de l'Université du Chili, à Manuel de Salas, dans lequel j'étais élève moi aussi. Nous avons repris notre amitié créatrice, révolutionnaire. Ensuite, à nouveau, une longue période d'éloignement. Je lui ai perdu la piste pendant des années. La médecine m'a éloigné de tout et je n'ai pas partagé la formation d'Anna de Nietzsche en France, ses études de psychologie. Je l'ai vue seulement le jour de son mariage chez son père. Elle était radieuse. Nos vies ont continué par des voies parallèles pour se croiser à nouveau au début des années 70. Nous vivions près l'une de l'autre. Elle avait 4 enfants, moi j'en avais 2. J'ai connu pour la première fois son amour sans limite, sa capacité de se donner, lorsqu'elle a accueilli 3 enfants sans vacillation, comme ses vrais enfants cadets. Après le coup d'État, elle a été expulsée de son poste de professeur de l'université. Sa famille a été persécutée et a dû demander l'asile politique pour arriver finalement en France. Elle a abandonné le Chili. Elle m'a accueilli chez elle ici en France avec beaucoup d'égards pour la situation que je vivais. Je lui ai immédiatement parlé de ce que j'avais fait après le 11 septembre 1973, essayer de prendre en charge médicale et psychologiquement les victimes des crimes contre l'humanité de la dictature qui s'était installée dans notre pays. Ça ne m'a pas pris très longtemps de la convaincre de travailler avec moi. Elle a assumé cette tâche avec un total engagement. Comme résultat de ce travail, nous avons participé avec des communications écrites avec elle, la docteure Katia Resinski et moi-même dans différents forums. La plupart des présentations orales ont été faites par Anna Vázquez.
rapport préliminaire sur les processus psycho-idéologiques des immigrants chiliens et de l'appareil répressif chilien, présenté à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, février 1976. Article présenté dans le rapport Santé mentale, période de la dictature militaire chilienne, présenté aux délégations participantes dans la session annuelle de l'Organisation mondiale de la santé à Genève, mai 1976. Problème d'éthique posé aux psychologues par rapport aux techniques de torture utilisées au Chili, 21e Congrès international de psychologie, séminaire de déontologie, Paris, juillet 1976. Conférence sur torture et coercition institutionnelle de la 71e réunion annuelle de l'American Sociological Association, New York, août 1976. Et, participation dans la conférence Effet et de la coercition institutionnelle prévue par la loi, le gouvernement et la violence de la 84e convention de l'American Psychological Association, Washington, D.C., au 7 septembre 1976. Participation dans la session inaugurale de l'année du prisonnier d'opinion d'Amnesty International, avec la contribution effet de la prison et de la torture appliquée par l'appareil répressif chilien sur le prisonnier politique, Genève, 10 décembre 1976. Action et effets médicaux psychiatriques de l'appareil répressif chilien, la réponse du prisonnier politique, 9e Congrès latino-américain de psychiatrie, La Havane, février 1977. Présentation aux délégations participantes à la 30e Assemblée mondiale de l'Assemblée mondiale de l'Organisme mondial de la santé, du travail, appareil répressif et le prisonnier politique, le cas du Chili, dossier CIMAD, information Genève, 12 mai 1976, et finalement, table ronde sur l'activité des intellectuels et professionnels en exil, Festival de théâtre de Nancy, la diaspora, Nancy, 5 mai 1977. Dans cette dernière table ronde, Anna a été accompagnée par André Jacques, Felipe González et d'autres personnalités françaises. Ce travail s'est terminé par une mésentente entre nous. Elle a abandonné sa participation dans l'ouvrage Torture et résistance au Chili. J'ai été déconcerté pendant des années. Maintenant, je crois que cette rupture tenait au fait qu'elle était, comme beaucoup de personnes me l'ont dit au moment de sa mort, terriblement politique. Je suis revenu au Chili en 1981. Avant de partir, elle est venue me voir chez moi à Paris. Elle m'a dit, si j'étais folle, que comment j'osais revenir en pleine dictature. J'ai cessé de la voir à nouveau jusqu'à nos retrouvailles ces dernières années. Anna Nietzsche a assisté avec Oscar, son mari, à certaines de mes présentations sur la situation au Chili. Elle était là, avec son regard chaleureux, mais aussi critique. Je vais maintenant donner la parole à Gabriela Ducot et Silvia Cabrera, qui sont des psychologues et qui ont participé avec Ana Vasquez dans des groupes de réflexion sur le féminisme et l'exil. On va partager le micro. Voilà. Super d'abord. On a appartenu au premier groupe de femmes que Nietzsche a mis en route. Donc, on va témoigner de cette expérience. Le Nietzsche. Avec cet article que nous avons l'habitude d'ajouter au Chili, a été pour moi d'abord la mère d'un camarade de classe et de ses nombreux frères et sœurs, Los Basques. Une mère pas comme les autres, belle, féminine, chic et moderne. Et comme si ce n'était pas assez, révolutionnaire. Là encore, elle n'était pas une révolutionnaire comme les autres. Non seulement elle défendait la révolution culturelle et avait visité la Chine maoïste, ce qui m'impressionnait déjà beaucoup, mais en plus, elle était partisane de la révolution sexuelle. Je me souviens des discussions passionnées avec Sergio, son fils aîné, à propos du livre « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État » de Engels, que la Nietzsche lui avait conseillé pour l'aider à se délester des valeurs bourgeoises dominantes.
Il y était dit, dans ces livres par exemple, que les couples et la fidélité étaient la forme que la propriété privée prenait au sein de la famille. Comme nous luttions contre la propriété privée, pour être conséquents, il nous fallait partager dans notre vie amoureuse aussi. Elle était plus radicale que nous, adolescents révoltés, notion d'être. Elle m'épatait. Je l'ai admirée aussi pour sa générosité quand, avec Oscar, ils ont accueilli au sein de leur famille les 3 neveux devenus orphelins. Quel bel exemple de cohérence entre la théorie et la pratique. Elle et moi, nous étions retrouvés dans l'association des femmes chiliennes exilées en France, qui avait une vocation politique, mais c'est les groupes de femmes qui nous ont rapprochés. Dans le cadre de son travail de recherche, Lanita avait décidé de faire une étude sociologique sur les jeunes femmes chiliennes exilées en France. Elle nous a proposé de créer un groupe de parole sans sujet défini qui se réunirait à un rythme régulier, peut-être mensuel. Les réunions étaient enregistrées, retranscrites sur papier, et la fois suivante, chacune d'entre nous recevait les comptes rendus écrits. Un travail phénoménal. Ce dispositif, qui aurait pu nous inhiber, a été rapidement effacé par la vivacité des échanges, l'expression d'un intense besoin de partager nos expériences. En nous proposant de nous engager dans cette recherche participative, Misha nous a offert un cadre précieux pour élaborer collectivement cette nouvelle réalité qui était l'exil. Nous étions une petite dizaine, ce qui a facilité l'installation d'une grande confiance et une forte complicité entre nous. La Nietzsche participait comme un membre de plus. Les différences d'âge s'estompaient. Pour un temps, les liens familiaux s'est noyé dans l'espace groupe. Pendant des années, je ne sais plus combien, nous nous sommes réunis pour échanger, discuter, comparer, comprendre nos expériences de la vie, nos changements, nos interrogations, nos doutes, nos angoisses, mais aussi nos joies, nos découvertes, nos réussites. Évidemment que tout n'était pas rose dans les groupes. Passionnés comme nous l'étions, en tout cas quelques-unes, il y a eu des confrontations, des reproches, des incompréhensions, mais sans que cela ne dégénère jamais. La Nietzsche savait garder le cap. Au centre de nos discussions étaient nos problèmes d'intégration sociale, qui passaient par les constats et la description répétée de nos différences avec les Français et les Françaises. Nos interrogations sur les couples, l'amour, la sexualité, le féminisme, le machisme nous occupaient beaucoup aussi. Les couples des Beauvoir, Sartre étaient un repère, parfois un idéal. Heureusement, la discussion politique n'était pas au premier plan. Aujourd'hui, je me dis qu'avoir pu aborder tous ces sujets sous l'aile d'une vraie femme, d'une vraie mère, d'une vraie psychosociologue, d'une vraie militante, a été une grande chance pour nous. Je ne crois pas me tromper en disant que nous lui sommes toutes très reconnaissantes. Enfin, un dernier mot adressé à ses enfants. Lors de l'enterrement de votre mère, dans cet après-midi d'automne, entouré par ces merveilleux arbres aux feuilles jaunes et rouges, après avoir entendu les paroles de Sergio, retraçant son parcours, puis de César, plein d'amour, de gratitude et de fierté, je me suis dit que la Nietzsche avait été une femme exceptionnelle et que vous aviez eu beaucoup de chance d'avoir une mère comme celle-là. Ah, j'ai pas les bonnes lunettes. Je reviens tout de suite. Je n'ai jamais imaginé qu'elle partirait si vite. Il n'y aurait plus de temps pour de nouvelles rencontres et échanges.
Je regrette ce temps et prête à adopter ce qui arrivait à sa vie, à les écouter et à les conseiller. Elle aimait démystifier les rôles et dire les choses telles qu'elles sont, méfiante des croyances qui deviennent des masques de fer et des idées qui n'acceptent pas la contestation et le doute. Enseignante, féministe, psychologue, écrivaine et chercheur, elle a voulu nous réunir un jour dans un groupe de femmes où on parlerait du vécu de l'exil, de la torture et la mort, mais aussi de la vie présente, de ses petites joies, de nos apprentissages dans cette nouvelle culture, des contradictions internes et de la culpabilité de ne pas être au pays, de la mise en question de toutes les certitudes, pour avancer dans la liberté d'esprit, dans la solidarité des femmes, riche de l'expérience et de la réflexion commune. Nietzsche, je garderai dans mon cœur cette femme réelle que tu étais et ce que j'ai appris de toi. Merci de ta présence généreuse, merci de ton passage dans ma vie. Donc nous allons maintenant entendre Rosa Gutiérrez, présidente de l'association Franchili, qui a aussi travaillé dans ces groupes de réflexion sur les femmes. Je vais vous parler d'une période assez précise. C'était la fin des années 70. La Journée internationale de la femme de 79 fut l'occasion pour un groupe de femmes de se réunir de manière un peu plus formelle. Nous avions quitté le Chili après 1973. Nous l'avions quitté à cause du coup d'État. Nous étions des exilés en France, installés à Paris ou dans la proche banlieue. Parmi nous, il y avait des jeunes et de moins jeunes, des femmes seules et des femmes en couple, des militantes de tous les partis de la gauche chilienne et des non-militantes. Et nous avons alors décidé de créer les collectifs des femmes chiliennes exilées en France. Pourquoi à ce moment-là? Parce que presque 6 ans s'étaient déjà écoulés depuis septembre 1973, parce que l'exil s'est prolongé, parce que le temps d'ouvrir les valises, comme on le conseillait à l'exilé Mateluna. Les Chiliens se souviendront de la pièce qui avait été montée en 80, parce que ce temps était arrivé et que se remettre à vivre normalement était nécessaire. Pourquoi des femmes? Parce que nous étions confrontés à une vie quotidienne difficile, parce que nous nous sentions déracinés, parce que la coupure des liens affectifs et familiaux nous faisait mal, parce que nous avions dû accepter de nous disqualifier professionnellement pour accéder au travail. Et même en acceptant cela, nous étions souvent au chômage. Parce que nos compagnons n'allaient pas bien et que c'était dur à vivre. Enfin, parce que malgré tout, nous avions commencé à nous intégrer peu à peu à la société française et à nous rapprocher des femmes françaises. Elles nous renvoyaient une image différente de la nôtre et ceci nous intéressait de plus en plus. Que voulions-nous faire? Nous voulions nous reconnaître, vaincre l'isolement, nous entraider, réfléchir ensemble, nous écouter, agir en commun pour être plus efficaces, nous organiser en groupe des discussions sur des thèmes qui nous touchaient de près, dépasser les divisions provoquées par l'appartenance politique qui empêchaient d'avancer, pratiquer une forme d'organisation différente, sans président ni directeur, mais avec des coordinatrices désignées par les groupes, chargées à tour de rôle d'animer les groupes de réflexion et de mener à bien les activités du collectif. Ainsi, le collectif des femmes devint un lieu de rencontre ample et unitaire, ouvert à toutes les femmes chiliennes exilées en France, décidées à établir des liens et à travailler solidairement avec les autres organisations de femmes du Chili, de l'Amérique latine, de France et d'ailleurs. Notre objectif était de nous entraider, de partager les informations et les solutions aux problèmes de toutes sortes que nous rencontrions, de favoriser l'expression de nos artistes, de leur offrir des espaces pour exposer leurs créations, mais plus important encore, de
de développer un travail de réflexion, de recherche et d'information sur les femmes dans la société. Les groupes se formaient autour de ces thématiques. Certains parlaient politique et analysaient par exemple l'évolution du Chili, les questions du pouvoir et de la manière de l'exercer. D'autres développaient de multiples actions de solidarité vers les camarades restés au pays. Les artistes, elles animaient des ateliers de création. La Nietzsche, elle apportait tout son savoir dans les groupes qui s'interrogeaient sur les conséquences de l'exil, qui cherchaient à comprendre ce qui nous était arrivé, qui s'est lancé sur la discussion sur l'identité, qui voulait analyser les rôles des femmes dans notre société chilienne et peut-être la comparer avec celui de nos nouvelles amies françaises. Elle travaillait depuis quelques années déjà sur la problématique de l'exil. Elle avait les outils nécessaires pour nous aider dans les réflexions, pour faire avancer les débats, pour tester même avec nous ces hypothèses, qu'elle formalisait ensuite dans ses travaux et ses publications. Je me souviens de sa manière bien à elle de nous amener à élargir les champs de nos réflexions, de dire notre ressenti, à découvrir les composants de notre condition de femmes, des femmes latino-américaines, des femmes exilées, coupées involontairement et souvent avec violence de nos racines. Je voudrais juste citer les débuts d'un texte qu'elle avait préparé pour un colloque que les collectifs organisaient en 1981. Elle disait « Je pensais présenter à cette réunion une synthèse de recherche sur l'exil. Mais quand j'ai commencé à réviser mes notes, j'ai essayé de me mettre à la place de celles qui allaient m'écouter et j'ai décidé de parler d'autre chose. » Et ce jour-là, elle nous exposait sa réflexion sur la question de la culpabilité, qui caractérise l'exil et qu'elle a développé ensuite dans plusieurs de ses articles publiés dans les années 80. Au sein du collectif, les échanges sur ce sujet, la culpabilité, ont été très riches. D'autres textes sont venus enrichir les discussions. Les expériences des unes et des autres se confrontaient, et ainsi nous avancions, presque sans nous rendre compte. Dans le même document, qu'elle avait intitulé « Analyse des problèmes dont nous ne parlons jamais », quelques idées pour initier une discussion, Nietzsche abordait un autre thème sur lequel les Chiliennes de Paris ne parlent pas si ouvertement encore. C'était la question de la séduction personnelle. Conséquence peut-être de cette culpabilité que j'évoquais avant, s'attarder sur ce sujet, synonyme de frivolité, ne collait pas avec l'image que les femmes exilées voulaient donner d'elles-mêmes. Mais alors, quelle était cette bonne image que nous voulions donner? D'où sortait-elle? Et voilà que nous partions sur les rôles de la femme, sur l'image de la femme latino-américaine, sur celle de la femme européenne, et sur notre propre image, celle que notre culture nous avait inculquée, et que nous, en pleine période de transculturation, comme elle le disait, commencions à remettre en question. Ainsi, elle mettait en évidence nos contradictions. Nous étions seuls, arrachés subitement de notre entourage familial et amical, qui était rassurant et protecteur. Mais n'avions-nous pas senti aussi que cet entourage nous étouffait parfois et qu'il était surprenant de se sentir libres pour faire les choses à notre manière? La plupart d'entre nous avions été éduqués pour vivre en fonction de quelqu'un d'autre, et plus souvent les maris, qui devaient se charger de nous apporter de bonnes conditions matérielles de vie et qui décidaient à notre place. Quel effet avait sur nous l'effet d'avoir assumé une partie de ce rôle à la place de nos compagnons? Quelles conséquences avait sur notre comportement l'indépendance que nous donnait le fait de travailler et d'apporter matériellement à la vie de la famille? Pouvions-nous revendiquer du temps et de l'espace pour nous occuper de notre personne, pour lire, pour nous tenir informés, pour militer? Son travail et ses publications ont sûrement aidé bon nombre d'exilés, hommes ou femmes, à mieux comprendre leur vécu. Elle a sans doute beaucoup apporté aux femmes et à leur réflexion sur le féminisme, sur leur rôle et leur place dans la société. Au sein du collectif, elle nous rappelait qu'il fallait vivre dans la réalité, la nôtre, ici, en France, sans oublier notre pays, nos familles, nos camarades. Elle nous proposait de confronter nos expériences, de dépasser les rivalités. Elle nous invitait à devenir des amis. Si je regarde
autour de moi, avec une bonne vingtaine d'années de recul, je crois que nous avons réussi sur ce point. Et Nietzsche a énormément contribué. En préparant ces quelques mots, surtout à mes amis du collectif qui sont là, j'ai relu plusieurs de ces articles publiés dans les années 80. Je vous invite à le faire aussi. Vous apprécierez sûrement les chemins que nous avons parcourus. Elle était une des nôtres, elle nous manquera certainement. Nous allons conclure cet hommage par quelques images de Nietzsche.